Tu sais faire un bon mix, toi? Un bon mix? Ouais. Ah non, mec. Je suis une galère, moi, tu connais. C'est vrai? Ouais. Moi, faut pas me mettre ça entre les mains. Hein. Ah, c'est con. Quoi, tu veux m'aider? Tu veux m'apprendre? Ouais. Bah, si t'arrives à m'apprendre à moi, t'arrives à apprendre tout le monde. Hein. Je le dis tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire un bon mix. Eh bah, je me fais déjà chier. Alors avant tout, j'aimerais qu'on redéfinisse ensemble le mix. C'est une opération par laquelle on va combiner, assembler un ensemble de médiums sur le même support. On parle donc d'assembler, et en fait quand on assemble, il y a avec une recherche de cohérence. Et c'est justement là-dessus que j'aimerais mettre le point, parce que la cohérence dans le mix va être hyper important. Alors cette recherche de cohérence, elle passe par plusieurs choses. Elle va passer par le traitement, mais elle va aussi beaucoup passer par le choix de tes sons, le sound design, et la manière dont tu vas les assembler, ton layering et toutes ces choses-là. C'est vraiment là-dessus justement moi que j'aimerais apporter quelque chose, parce qu'au final pour moi, le layering et le sound design est vraiment au cœur du mix. Un bon choix de sound design et de layering va au final te permettre d'avoir très peu de mix à faire derrière. Alors il y a une grosse fausse croyance concernant le sound design qui consiste à croire qu'en fait il est uniquement esthétique. Alors que le sound design c'est aussi un choix au final de dynamique, d'évolution du son sur la durée, de stéréophonie et de pas mal de choses qui vont énormément impacter au final ton mix. Il va donc avoir un impact direct au final sur la cohérence que tu vas avoir entre tous tes sons, voire même plus au final que le traitement final que tu feras sur ce que tu appelles ou ce que la plupart des gens appellent le mix. Et malheureusement, contrairement à ce que l'on peut penser, on ne peut pas atteindre cette cohérence sans passer par le sound design, le travail de tes superpositions, de tes layering. Et selon moi, les choix que tu feras justement à la conception de ton son ou à ta réflexion de superposition aura bien plus d'impact que le travail que tu feras justement sur le traitement de tes sons. Alors moi j'ai une vision assez spécifique au final de tout ça. J'aime voir le son d'une certaine manière. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais te partager parce que je pense que c'est très important. Pour moi le son au final évolue sur 4 dimensions. Et en fait ces dimensions il faut les voir comme des espaces prédéfinis, comme des sortes de blocs dans lesquels tu vas pouvoir mettre des éléments. Sauf que le souci c'est qu'ils sont limités, ils sont définis. Si tu vas mettre trop de choses dedans, tu vas au final les écraser et tu vas perdre en définition, tu vas perdre en cohérence et en pas mal de choses. On comprend donc là qu'il y a une réelle importance au final à faire de l'espace sur justement ces espèces de blocs pour que le son soit lisible. Au final, atteindre un bon mix pour moi c'est comprendre la cohérence et comment fonctionnent ces 4 dimensions, comment elles sont interconnectées et réussir justement à bien placer chacun de tes éléments sur chacune de ces dimensions. Alors la première dimension dont j'aimerais te parler c'est la dimension de la dynamique. Au final il s'agit du volume. Plus tu vas pousser le volume et plus ton élément il va être fort. Tu vas donc pouvoir, avec cette dimension, faire passer un élément au-dessus de l'autre. Jusque-là, c'est assez basique. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que forcément, si tu mets beaucoup de sons poussés en même temps, il y a un moment donné, en fait, tu vas carrément compresser en fait, cet espace-là, et tu vas perdre complètement en lisibilité et en définition. Et ça, au final, c'est vraiment quelque chose que tu vas vouloir éviter. Mais c'est quelque chose que tu vas retrouver aussi sur toutes les autres dimensions. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vas mettre trop d'éléments au même endroit, les superposer et mettre tout de manière trop poussée, ça va exactement, enfin ça va comme je te l'ai dit en fait écraser cette dimension et c'est absolument ce qu'il faut que tu évites. La deuxième dimension dans laquelle j'aimerais te parler, c'est la dimension du temps. Alors celle-ci au final elle va correspondre à comment ton son va évoluer dans le temps ou non, mais alors dans ce cas-là c'est un choix. Et la première chose auquel on peut penser là-dessus c'est l'enveloppe du son. L'enveloppe du son c'est tout simplement le premier paramètre que tu vas appliquer sur le volume et qui va te permettre au final de définir de quel type de son il s'agit. On peut facilement comprendre cette différence entre un synthé, qui est un élément qui est relativement long, qui va comment dire s'évoluer et se mettre en place vraiment sur la durée, et un élément percussif qui lui est très court, très percussif, très rentre dedans et qui lui va au final agir que sur une microseconde. Dans cette dimension, tu as quelques effets qui vont rentrer en compte et qui eux vont pouvoir justement jouer sur la durée de ton son. Tu as par exemple les échos ou les délais qui vont répéter ton son et tu as la réverbération qui va carrément l'étirer. La troisième dimension, c'est la dimension fréquentielle. En fait, dans cette dimension, tu vas avoir le timbre de ton son. Le timbre, c'est ce qui le définit, c'est sa couleur, c'est son ADN. Tu peux avoir un son absolument identique sur les autres dimensions, type un son qui a le même volume et qui a la même enveloppe, mais si tu lui changes son timbre, tu vas avoir une différence radicale. Et comme la dimension de la dynamique, cet espace-là, lui aussi, est limité. Elle va généralement de 0 Hz à 22 000 Hz. Au final, ce qui va définir ton timbre, c'est un ensemble de fréquences qui va être joué en même temps. Tu vas avoir un espace entre chacune de ces fréquences et un schéma qui va se répéter, et tu vas aussi avoir une fondamentale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu utilises des sons qui sont très proches en termes de timbre,
timbre, forcément les fréquences vont se superposer et tu auras beaucoup de mal au final à définir lequel est lequel, à faire en fait la distinction entre ces deux sons. Et en plus de ça, étant donné que les fréquences vont se superposer, tu vas augmenter involontairement leur volume. Et la quatrième dimension, c'est la dimension de la stéréophonie. La stéréophonie, c'est assez simple, c'est ce qui va te permettre de placer ton élément soit au centre, à gauche, à droite, ou si tu le combles avec la dynamique, donner l'illusion qu'il est devant ou derrière. Alors je pourrais te parler de la phase qui est étroitement liée avec la stéréophonie, mais je vais éviter de t'en parler ici parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe à comprendre. Donc on verra ça plus tard, je te ferai une vidéo dessus avec grand plaisir. Mais là on va vraiment se porter sur des choses un peu plus simples parce qu'il y a déjà beaucoup de concepts à capter. Donc la stéréophonie elle va vraiment en fait avoir un rôle très important parce que à partir du moment où tu vas surcharger, que tu le veuilles ou non, les autres dimensions dont je t'ai parlé, elle va pouvoir permettre au final d'ouvrir un autre espace sur lequel tu vas pouvoir placer tes éléments, justement, que ce soit à gauche, à droite, centré, sur les côtés, devant, derrière, tout ça. La stéréophonie, elle va avoir un rôle vraiment crucial sur ce que je vais te dire juste après. Alors justement, pour t'illustrer tout ça, je t'ai fait un petit projet ici, donc rien de bien compliqué, que tu sois sur FL ou non, peu importe, c'est vraiment pour t'illustrer les concepts. J'ai ici un son que j'avais produit, donc on s'en fout, le mix c'est pas bon mais on s'en bat les couilles. Et je vais te montrer en fait dessus un visualiseur qui est le Metering de T-Rack 5, qui est une série de plugins faits pour le mastering, qui va vraiment permettre au final d'illustrer en fait ces 4 dimensions. Donc là je vais te lancer le son. En fait ici tu as un metteur, un view meter qui va te permettre au final de voir ta dynamique, de calculer selon certains algorithmes, multiplier l'UFS et tout. Tu as encore ici des viewmetters. Tu as ici un visualiseur d'EQ que tu dois certainement connaître. Ici tu as un spectrum. Et ici tu as un vectoscope. Le spectrum va lui en fait te permettre de visualiser toutes les fréquences qui sont jouées, avec quelle intensité sur un temps qui évolue. Et le vectoscope lui va te permettre de pouvoir visualiser justement ta stéréophonie. Donc je vais te lancer ça et tu vas pouvoir observer. Attends, tu t'ambiances là? Ouais, je m'ambiance. C'est pas sérieux du tout, Je ça. m'ambiance sur mon propre son. C'est pas bien. Oui, bah c'est bon, la vidéo est déjà suffisamment sérieuse comme ça, hein. Ah, j'avoue, on se fait chier aujourd'hui, putain. J'ai envie de me prendre un coussin et de se taper une sieste derrière là. Donc au final, voilà, comme t'as pu voir ton son qui évoluait en termes de dynamique et de volume ici. Pareil, ici au final tu vas pu voir ton EQ, donc ça t'as l'habitude. Le vectoscope qui te permet vraiment de voir comment l'espace en final que ton son va prendre sur la gauche, la droite, le centre, machin tout comme je t'expliquais. Et tu as au final le spectrum que moi j'apprécie vraiment particulièrement, qui va te permettre de voir justement tout cet ensemble de fréquences jouées. Et tu vas aussi avoir un visuel au final sur la dynamique parce que comme tu peux le voir, plus l'élément est bleu, plus la fréquence est bleue, moins forte elle est, et plus tu vas dans les oranges et plus elle est poussée en fait. Et là tu peux voir justement que par exemple la sub et le kick prennent une place qui sont énormes, mais ça on va revenir dessus. Je t'ai fait aussi ici une deuxième petite démo sur lequel au final je vais juste utiliser un oscillateur qui est un générateur d'ondes et je vais modifier la forme de l'onde qui va modifier le timbre. Et tu vas pouvoir voir ici avec justement le spectrum que le son change radicalement. Donc au début on a une sinusoïdale qui est un son très pur, donc tu vas voir qu'il va juste y avoir une fréquence qui est jouée, et puis dès que j'ai changé le timbre tu vas voir qu'il va être beaucoup plus riche, qu'il va y avoir beaucoup plus de fréquences qui vont être jouées. Et au final, comme je t'ai dit, tu peux voir justement qu'il y a un ensemble de fréquences qui est joué avec un schéma qui se répète et qu'il y a une fondamentale. Ça m'a fait grave mal aux oreilles ton truc. Ouais, c'est pas très agréable, je suis désolé les gars. J'allais taper un malaise là derrière. Oh, mais toi t'es fragile aussi. Ah, je suis fragile de l'oreille, moi genre j'écoute que du bon son, c'est pour ça, tu vois. T'insinues quoi là? Non, enfin je t'insinue pas que t'es naze, mais... Ouais. Et au final, la dernière petite démo que j'aimerais te faire, c'est sur les enveloppes. Je te montre, c'est la fameuse dimension du temps. Donc là ici, tu as 4 sons qui sont complètement différents. Donc t'en as un qui est constant ici. Voilà. Tu en as un deuxième qui est court. Voilà. Pourtant c'est exactement le même timbre, mais tu peux voir qu'il est radicalement différent de justement par cette enveloppe qui va modifier comment il réagit sur le temps. Tu en as un qui est en reverse. Et tu en as un qui a une release, c'est-à-dire que quand il va se couper sur la durée. T'as capté? Ouais, bah gâté. Oh non.
T'inquiète pas. Alors tu m'as surpris, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, m'a gâté. Celle-là, ouais m'a gâté. Moi j'allais chanter, t'as capté. Ouais, bah, moi, j'étais T'as parti. capté. À partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton mix sera bon à partir du moment où tu arriveras à mettre chacun des éléments de ton son sur un de ces espaces. Si tu mets tout par exemple au même volume, que tu le mets au centre, que tu le fais agir de manière constante avec une enveloppe et un timbre similaire, et ton son va être entièrement plat. On va pas réussir à distinguer chacun des éléments et en final il va être complètement inintéressant. Mais même au-delà de ça, tu vas te retrouver avec des espaces qui sont surchargés. Donc là bien sûr je te dis le truc là, je l'amène dans le pire des contextes, mais je pense que tu comprends par là justement qu'il va falloir vraiment que tu places tes éléments de manière différente, avec soit un timbre différent, soit avec une enveloppe différente, avec un volume différent, que tu le places sur ta stéréophonie aussi à un endroit différent. Parce que si tu ne fais pas ça, en fait tout simplement tu vas compresser ces espaces. Et en les compressant, tu vas perdre en lisibilité, en définition, et tu vas te retrouver avec un mix au final qui va soit te donner une sensation d'étouffement, soit une sensation de compression, soit tu vas avoir de la saturation, et de manière générale tu n'auras pas de définition, tu n'auras pas cette sensation vraiment de qualité. Donc par exemple, si tu as un son qui a un timbre assez similaire, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu lui donnes un volume différent, que tu le mettes sur ta stéréophonie à un endroit différent et que tu le fasses évoluer d'une autre manière. De cette manière, on sera en capacité du coup de distinguer les deux, et ça va être vraiment ça le plus important. Il faut que chaque élément de ton mix, on puisse le distinguer. Mais en soi, là où c'est compliqué, c'est que faire ça sur 2 éléments, c'est simple, mais faire ça sur un nombre incalculable d'éléments, c'est là où c'est compliqué. Et au final, une musique, c'est ça. C'est un assemblement massif d'éléments sonores. De manière générale, j'ai compris dans l'art que plus tu vas à la simplicité, et plus tu vas à l'efficacité. Parce qu'au final, moins tu vas charger, et plus ton son sera lisible. Et aussi, moins tu vas charger, et plus ce sera facile au final de faire cohérer les éléments ensemble. Parce que dans le cas inverse, en fait, justement, de superposer trop, tu vas charger et ça va te demander une finesse et vraiment des connaissances qui sont très compliquées à avoir pour réussir en fait à faire distinguer ces éléments entre eux et réussir à leur donner une place. Donc au final, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si à un moment donné tu rajoutes un élément et que tu n'arrives pas à le distinguer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton mix. C'est qu'il faut que tu revoies en termes de sound design ou de layering un des éléments, que tu le replaces ailleurs pour éviter de surcharger. Parce que dans le cas inverse, tu vas te retrouver avec une bouillie au lieu d'avoir une musique. Et donc là où je voudrais en venir justement, c'est l'importance du sound design et du layering dans le mix. Parce qu'il y a vraiment au final cette idée reçue que le mix c'est uniquement le traitement après la conception. Alors que pour moi le mix se réfléchit déjà à la conception du son. Parce que justement, quand tu vas concevoir ton sound design, tu vas concevoir son timbre, son enveloppe, comment il va réagir, comment il va se placer dans la stéréophonie avec du detune et ce genre de choses. Pour donner un exemple personnel, moi j'ai vraiment l'habitude de bosser régulièrement sur des pistes par piste, donc de production que je n'ai pas fait, et je me retrouve très souvent au final limité parce que je n'ai pas accès au sound design. Alors que si j'avais accès à ce sound design, je pourrais facilement rattraper beaucoup de mix, pouvoir redonner du punch, pouvoir replacer les éléments dans la stéréophonie justement en modifiant légèrement les detunes, ce genre de choses, ou même en modifiant l'enveloppe de certaines choses, type les drums. Et c'est d'ailleurs un élément auquel j'aimerais te parler tout particulièrement, les drums. Au final, les drums, c'est vraiment les éléments sur lesquels je vois le plus de défauts et sur lesquels il y a vraiment une compréhension à avoir sur l'importance du layering et du sound design. Les drums, ça va être des éléments qui vont être hyper présents. De par leur aspect justement percussif, ils vont naturellement prendre le devant en termes de volume et d'impact, et donc passer devant le reste des éléments. De manière générale, plus tu suivras cette idée et plus tu donneras de punch à ta musique. Après, bien entendu, ça va dépendre du style. Il y a des styles de musique qui vont me demander moins. C'est une règle justement qui s'applique majoritairement sur le kick et le snare. Et si tu regardes par exemple le rock ou le jazz, c'est des styles de musique qui au final vraiment baissent le volume de ces éléments-là. Mais si tu regardes la trap ou la musique électronique, c'est vraiment des éléments qui sont hyper présents et qui vont passer vraiment devant. Et c'est ça qui va donner le côté punchy, puissant. Alors justement, de par le fait que ce soit des éléments qui doivent être mis en avant, tu peux avoir plusieurs problématiques. Soit le fait qu'il ne soit pas assez puissant, et dans ce cas-là, ton son va vraiment sonner plat et fade, ou alors au contraire qu'il soit trop en avant. Et alors là, tu vas compresser justement la fameuse dimension de la dynamique et tu vas bouffer le reste de tes sons. Mais ce qui me semble encore plus problématique là-dedans au final, ça va être vraiment le choix sonore des timbres des drums de manière générale. Alors encore une fois, on pourrait penser justement que ça a uniquement une connotation esthétique, mais moi je vois vraiment une énorme différence entre des drums qui sont utilisés et qui sont superposés avec un travail de layering, avec une bonne recherche fréquentielle, et des drums au final qui sont utilisés uniquement pour la recherche esthétique. Et en plus de ça, des drums qui sont mal choisis de ce côté-là va vraiment donner un côté amateurisme à la qualité finale au final de ton son.
Alors ça tombe bien parce que je t'ai refait un autre petit exemple ici justement, où sur lequel au final j'ai fait 3 fois exactement la même rythmique avec les mêmes éléments, etc. J'ai juste changé les drums. Sur la première partie, j'ai utilisé les drums de base de FL qui sont vraiment pas très qualitatifs et pas très folles. Sur le deuxième élément, j'ai repris exactement la même rythmique, mais j'ai changé les samples de drums pour avoir quelque chose justement qui soit beaucoup plus cohérent. Il n'y a aucun traitement dessus et tu vas voir pourtant que la différence est énorme. Et sur la troisième partie, j'ai repris exactement les mêmes drums que sur la deuxième, sauf que cette fois-ci, je les ai placés d'une manière complètement différente, avec le volume et la stéréophonie. Et tu vas voir au final que ça va jouer un rôle énorme. Et là, c'est un exemple qui est vraiment probable parce qu'au final, j'ai appliqué aucun traitement, j'ai appliqué aucun mix, il n'y a absolument rien si ce n'est un limiteur. Et tu vas voir que la différence, elle est monumentale. Ah, tu vois, c'est absolument dégueulasse. Là tu vois directement au final que ça sonne beaucoup plus cohérent au final, et que sans avoir fait de mix ou quoi que ce soit, t'as vraiment quelque chose qui sonne beaucoup plus qualitatif. Et si on passe du coup sur le dernier, tu vois, j'ai mes hi-hats qui sont beaucoup trop forts, j'ai ma snare qui est complètement sur la droite, j'en ai une des deux qui est complètement étouffée, j'ai le kick qui est complètement à gauche ou à droite, je ne sais plus, enfin bref. Et au final, le son il sonne pas du tout punchy, alors que sur la deuxième, ça sonne cohérent, ça sonne punchy, il n'y a pas de mix de fait, il n'y a pas de mastering, et pourtant c'est déjà quelque chose qui est qualitatif. Et au final, ce qui a vraiment joué là-dessus, ça a été la sélection de l'esthétique qu'ils ont. Le fait de superposer quoi, comment, pourquoi. La place que je leur ai donnée aussi, c'est-à-dire le volume que j'ai donné au kick, qui passe vraiment par-dessus tout le reste, la snare qui est un petit peu au-dessus en termes de volume, les hi-hats que j'ai au final mis moins fort, et de manière générale, les drums, je les centre. Parce que aussi il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que la stéréophonie, au final, plus ton son va être centré et plus il va sonner punchy et puissant. Et une des choses que tu peux faire par rapport à ça, justement pour ouvrir ton son, c'est uniquement mettre certains éléments sur les côtés. Mais dans ces éléments, je te dirais plutôt de mettre des éléments mélodiques. Ou alors tu peux jouer justement avec les hi-hats ou les percussions pour faire des rolls à droite à gauche, ce genre de choses. Mais le kick et la snare, sauf si tu veux une esthétique vraiment spécifique, je les laisserai centrer. Donc je te conseillerais vraiment de prendre beaucoup de temps sur le choix de tes samples concernant les drums, et même si tu as des problématiques à un moment donné sur un mix, de carrément revenir au final sur le choix de tes drums et de carrément au final les... Ça va tranquille toi, je te dérange pas? Ou au final de carrément venir les designer avec des VST qui sont prévus pour. Je te laisserai reprendre un projet sur lequel t'as vraiment galéré et rechanger complètement les drums. Et c'est vraiment d'avoir quelque chose qui puisse correspondre, comme je viens de te le dire, sur tous ces aspects, sur ces 4 dimensions. Et tu verras que à force d'essayer, tu vas trouver des samples qui vont changer radicalement au final la qualité finale de ton son. Alors je vais te lister ici 8 erreurs que je te conseille vraiment d'éviter et que je peux voir très régulièrement concernant le mix. Donc comme je te l'ai dit, le premier c'est le fait de surcharger ces dimensions et de te retrouver avec quelque chose d'écrasé. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Tu vas pouvoir venir réécraser justement toute ta dynamique, ta stéréophonie, ce genre de choses justement sur le master. Quand tu vas faire un mix, vraiment un pré-mix, laisse-toi de l'espace, ne va pas écraser les choses. Sauf dans certains styles de musique vraiment qui vont demander à avoir quelque chose de hyper saturé comme certains styles de trap. Mais hormis ça, vraiment essaye même dans ce cas-là d'avoir de la dynamique, d'espacer, de pas avoir les mêmes timbres qui se superposent, et dans le cas où les timbres se superposent, de vraiment les espacer sur des choses différentes derrière. Le volume, la stéréophonie et l'enveloppe. Deuxième chose que je te conseille d'éviter, c'est de vouloir mettre tous les éléments en avant. Parce que forcément quand tu vas écouter tes éléments un à un, tu vas les aimer, et c'est quelque chose que je vois assez régulièrement, de voir des gens au final qui vont vouloir mettre tous les éléments en avant, parce qu'ils les aiment tous, donc ils veulent tous les mettre en avant. Sauf que le souci c'est qu'en les mettant tous en avant, comme je t'ai dit, tu vas surcharger, et au final tu vas faire l'effet inverse de ce que t'aimerais. Là où t'aimerais que justement qu'on puisse les entendre tous, et tu vas faire en sorte, en faisant ça, de justement ne plus pouvoir les distinguer, et donc de pouvoir les entendre. Le troisième truc que je te conseille pas de faire, c'est de voir justement le sound design uniquement comme étant une recherche esthétique. Mal les choisir, mal les gérer, ou uniquement penser que c'est de l'esthétique, au final ça va te faire passer complètement à côté de cette recherche d'homogénéité qui va vraiment donner un énorme coup de pouce à ton mix final. La quatrième chose, c'est vraiment de penser qu'au final ton mix se fait uniquement à la fin sur le traitement. Non, comme tu as pu le comprendre, il se fait vraiment dès la conception de ton son. Donc c'est quelque chose que tu dois avoir tout le temps en vue. La cinquième chose que je te déconseille de faire, c'est de ne jamais revenir sur ton sound design. À partir du moment où tu l'as fait, te dire que c'est fini, que tu as l'esthétique que tu voulais, ce genre de choses. Non, si à un moment donné tu te rends compte vraiment que ton mix ne te convient pas,
Si tu galères sur le traitement, reviens sur la conception de ton son. Bon, la suivante, elle semble assez évidente, mais on ne le dit jamais assez. Ne mets pas tes éléments n'importe où. Réfléchis-les. Comme je t'ai dit, les drums, t'essaies de les centrer. Si t'as des pads et que tu veux ouvrir, ou des plucks, des petites arpèges ou ce genre de choses, tu peux à ce moment-là vraiment réfléchir à les mettre sur les côtés, etc. pour ouvrir ton son. Mais réfléchis à chaque élément et à chaque emplacement que tu leur donnes. Le suivant, c'est de vouloir trop compresser ton son. Alors forcément, plus tu vas compresser et plus tu vas avoir cet effet punchy, plus tu vas faire remonter les éléments en fond. Mais le souci en faisant ça, c'est que tu vas venir écraser la dynamique. Et comme on l'a vu, la dynamique, c'est une dimension. Donc au final, si tu t'ajoutes ça, tu vas encore plus diminuer ta dynamique et donc tu vas avoir encore plus de mal au final à faire en sorte que les choses soient homogènes et cohérentes. Et si jamais tu ne sais pas vraiment comment faire, bah, tu vas vraiment galérer à avoir quelque chose qui soit clean. Et le dernier truc que je te déconseille, c'est de vouloir mettre trop de stéréo. Parce que comme je t'ai dit, au final, plus ton son va être centré et plus il va être punchy. Mais dans le cas inverse, avoir un son uniquement et entièrement centré en mono, et bah tu vas avoir un son qui va sonner plat. Alors certes, il sonnera très bien sur des enceintes mono, comme on peut en avoir des enceintes portatives, tout ce genre de choses. Ça va sonner très bien dessus. Mais au-delà de ça, le gros souci, c'est que justement, si tu mets trop de stéréophonie, quand tu vas passer sur des enceintes mono, tu vas te rendre compte que tu vas perdre énormément d'informations. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'écouter ta musique à la fin, quand tu l'as fini, en mono et en stéréo, et de voir comment ça rend sur les deux. Au final, le plus gros conseil que j'aurais donné moi concernant le mix, c'est de commencer à bosser avec des visualiseurs. Comme là, je t'en ai montré, sur FL, tu as le Wave Candy qui te permet justement d'avoir ces quatre visualiseurs qui vont te permettre de visualiser ces 4 dimensions. Sinon, tu as des metering comme celui de Tyrax. Tu en as aussi chez Ezone, il me semble, qui vont pouvoir te permettre à commencer à visualiser justement ces dimensions. Et le gros avantage, c'est que plus tu vas les visualiser, et moins tu auras besoin de ces choses-là. Plus tu vas comprendre intuitivement et instinctivement comment fonctionnent ces dimensions, comment elles sont interconnectées, et comment elles fonctionnent ensemble pour la cohérence du son. Le gros avantage, c'est que si tu utilises ces visualiseurs dès la conception du son, tu vas voir en termes de sound design comment le son va se placer de manière indépendante, et tu vas pouvoir voir aussi au final comment il va interagir sur le reste du son, le reste du spectre, le reste de la stéréophonie et tout ça de manière visuelle. Autre chose aussi auquel je n'ai pas trop parlé, mais ça va être justement le travail du nettoyage fréquentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement quand tu vas superposer des éléments, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des fréquences qui vont forcément tomber l'une sur l'autre et qui vont automatiquement s'augmenter. Le souci, c'est que tu as certaines de ces fréquences qui vont poser problème. Plus tu vas aller dans les basses, et plus ces fréquences elles vont poser problème. Elles vont poser davantage problème parce que justement plus tu vas dans les basses et plus la fréquence est longue et lente. Et plus elle va aussi traverser la matière. Et donc en final, si tu as deux choses qui se superposent mais qui sont légèrement différentes, ça va très rapidement faire un bruit. Autant dans les aigus, tu peux passer outre, autant dans les graves, tu peux vraiment pas passer outre. Donc au final, faire un nettoyage fréquentiel, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter aussi sur la cohérence. Les deux éléments avec lesquels moi j'ai le plus de difficultés là-dessus, ça va être la voix, qui va avoir un timbre extrêmement chargé, et il y a un autre instrument aussi qui a un timbre extrêmement chargé, qui est le piano. Le piano, tu vas pouvoir te rendre compte assez rapidement, quand tu vas en utiliser un justement en production, que si tu rajoutes quelques éléments par-dessus, tout seul il sonne clean. Mais dès que tu rajoutes quelques éléments par-dessus, tout de suite tu vas avoir cette sensation de saturation. Et c'est exactement ce dont je te parle. Parce que justement, tu as des fréquences qui vont se superposer et qui vont poser problème. Donc au maximum, essaye de nettoyer ces fréquences, essaye de venir les piocher avec un EQ, de les baisser, et normalement avec ça tu as déjà beaucoup moins de problèmes. Ah tiens, petite... Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ouais, tu me parles? Alors j'allais lui poser la question de comment, enfin s'il avait une question, mais en fait je me suis aperçu une fois que j'ai détourné l'œil que il est presque radicalement nu derrière la caméra. C'est une technique de marin. Pose pas de questions. Bah tu te souviens, je t'avais parlé de ma grand-mère. Ouais. Bah je t'ai pas parlé de mon grand-père encore. Non mais tu vas voir, ça a un rapport. En fait, si tu veux, moi à la base je voulais faire du son aussi un petit peu quand j'étais petit. Ouais. Et tout, tu vois. Et mon grand-père il est boulanger. Il trie la pâte, il fait ci, il fait ça, poum, tu vois. Et c'est que genre, moi je sentais qu'il y avait une... non mais il m'écoute toujours. T'as parlé justement du problème avec le piano et tout là. Moi je voulais savoir si c'était possible de faire des bons samples de petites pâtisseries, tu vois. Frérot, ça va? Ça doit être une technique de musicien que je connais pas. Tu étais en train de réfléchir à ma question ou je t'ai fait un peu chier quoi, genre... Ouais, grave. T'as juste besoin de mettre un EQ. Un EQ. Sur la pâtisserie? Sur le grand-père. Wow, merci mec, des barres. Oh, trop bien. Hey, je vais t'envoyer le son, il va être dingue.
Tiens, ça c'était. Non, mais c'était juste parce que c'est pour te remercier. Voilà, on a fait le tour du coup du sujet concernant l'homogénéité et l'importance du sound design sur le mix et le mastering. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Non, mais tu pleures là en fait. Non. Je sais pas, t'as l'œil tout humide, ça va frérot? On dirait genre, tu sais, comme si tu t'es pris un truc dans la gueule ou je sais pas. Il est pas bien le boum. Ça se voit encore là ou pas? Ouais, ouais, pire qu'avant. Non, mais t'es. Bah, je sais pas, t'es éclaté quoi. Vas-y, coupe. Oh non! Tu veux un câlin? Non. Vieille merde, je t'en aurais pas fait de toute façon, vas-y, chiale! Allez, hâte, mets-les à droite là! Voilà, mets-les à droite! Hâte.